8h46 sur studioqualita.com, c'est l'heure de la revue de la presse des médias et des sites d'information israéliens ce matin, et une revue de la presse que nous allons commencer par le Israël Hayom qui nous rappelle que c'est aujourd'hui que les deux proches conseillers du président américain Donald Trump, Jason Greenblatt et Jared Kushner, le gendre juif du président, s'entretiendront à Jérusalem avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou et à Ramallah avec le raïs palestinien Mahmoud Abbas. Le Israël Hayom cite Avigdor Lieberman qui affirme que pour l'instant, il n'y a rien de véritablement nouveau dans les négociations et dans les tractations en vue de la relance du processus de paix entre Israéliens et Palestiniens. Les conseillers de Trump continue à apprendre le dossier et à connaître les positions des deux parties. Selon, par contre, le ministre des Finances, Moshe Kahlon, qui est intervenu hier dans le cadre de la conférence annuelle d'Herzliya, l'administration Trump exercerait des pressions afin de progresser sur la voie d'un règlement. Et selon Moshe Kahlon, il se passerait actuellement quelque chose. Moshe Kahlon n'a pas dit de ce qu'il pouvait actuellement se passer. Donc, dans le cadre de ce processus de paix, Donald Trump sent qu'il peut parvenir à un accord, a encore précisé le grand argentier israélien. Le site Ynet et on va dire l'ensemble des journaux israéliens ce matin reprennent les propos du chef d'état-major de Tsahal, le général Gadi Eisenkot, qui est intervenu hier justement aussi dans le cadre de la conférence annuelle d'Herzliya. Le général Eisenkot a déclaré en substance: « Nous poursuivons nos efforts pour empêcher la progression du Hezbollah le long de la frontière israélo-syrienne sur le plateau du Golan. » Selon lui, le Hezbollah transgresse allègrement la résolution 1701 du Conseil de sécurité votée durant l'été de 2006 à la fin de la Seconde Guerre du Liban, une résolution qui empêche le mouvement chiite de se déployer près de la frontière entre Israël et le Liban, et ce alors que les informations confirment que de plus en plus de terroristes du Hezbollah se déploient dans des maisons en bordure donc de la frontière israélo-libanaise, et que l'on sait également que le Hezbollah, envoyé par l'Iran, voudrait se déployer le long de la frontière israélo-syrienne, et c'est la raison pour laquelle des informations rendues publiques par le Wall Street Journal en début de semaine affirment que l'État d'Israël entretient d'étroites relations avec les rebelles syriens anti-Assad. On a dans un premier temps appris que les Israéliens avaient financé ces rebelles anti-Assad, mais ce matin, Benjamin Netanyahou, cité entre autres par le Times of Israel, affirme qu'il ne finance pas économiquement ces rebelles, mais seulement uniquement en matière militaire et également en matière médicale, en aide médicale, puisqu'on le sait, l'État d'Israël a ouvert un hôpital de campagne qui soigne des blessés qui sont acheminés par ces rebelles syriens anti-Assad. Tous les quotidiens israéliens mentionnent l'attentat qui a été évité de justesse hier au cœur de Bruxelles, 24 heures après l'attentat qui a été déjoué sur les Champs-Élysées à Paris. Un terroriste qui se trouvait donc dans la gare ferroviaire de Bruxelles a voulu se faire exploser grâce à la ceinture d'explosifs qu'il portait, mais la vigilance des forces de sécurité belges a permis d'éviter un nouvel attentat, puisque des policiers belges ont ouvert le feu sur le suspect, le neutralisant. Selon des témoins de l'explosion, le terroriste a clamé Allahu Akbar avant de se faire exploser. Et puis, le Yediot Aharonot nous indique que quelques jours après l'attentat qui a coûté la vie à Hadas Malka, 23 ans, d'Ashdod, devant la porte de Damas, la mairie de Netanya a décidé d'honorer le souvenir de la jeune femme, mais également celui d'une autre garde-frontière tombée au combat. Il s'agit bien entendu d'Adar Cohen, 19 ans, qui avait été assassiné toujours devant la porte de Damas en février 2016. La mairie de Netanya a en effet décidé donc de créer à leur mémoire deux jardins d'enfants qui porteront donc les noms d'Adas et d'Adar. Ceci étant, le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, qui s'est rendu hier au domicile de la famille Malka pour lui présenter ses condoléances, a rendu hommage à la dignité des parents d'Adas et a déclaré qu'il fallait continuer à protéger Jérusalem, même si ce n'était pas une tâche facile. Nous sommes ici depuis plus de 3000 ans et nous sommes les gardiens de Jérusalem, et c'est grâce à des femmes courageuses comme Adas et Adar que l'on peut se sentir ici en pleine sécurité dans notre capitale, a déclaré Reuven Rivlin hier.
Les journaux israéliens, on peut dire l'ensemble des journaux, nous indiquent que l'ONU accueillera la semaine prochaine à New York un colloque sur 50 ans d'occupation israélienne. Selon le ministère israélien des Affaires stratégiques, plusieurs ONG anti-israéliennes doivent participer à ce colloque, comme par exemple l'organisation BDS et d'autres organisations qui ont appelé à l'arrestation d'officiers israéliens pour crimes contre l'humanité. Parmi ces organisations, une d'entre elles est juive. Il s'agit de Jewish Voice for Peace, la voix juive pour la paix. Et plusieurs autres ONG sont palestiniennes. Elles appellent au boycott d'Israël et à son inculpation devant le tribunal international de La Haye. Parmi les personnalités invitées à ce colloque donc anti-israélien, on note l'invitation faite au professeur Shlomo Ben-Ami, qui est un ancien chef de la diplomatie israélienne à l'époque du gouvernement d'Ehud Barak entre 1999 et 2001. Et puis la députée arabe israélienne Ida Touma Suliman, qui est une députée dont on a déjà critiqué la présence dans le cadre de ce forum, et également présence le négociateur palestinien Saeb Arikat. Le ministre des Affaires stratégiques, Gilad Ardan, a envoyé une lettre au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pour lui demander tout simplement d'annuler ce colloque anti-israélien. Le Israël Hayom révèle dans le cadre d'une enquête qu'il a réalisée que des millions de dollars et même plus seraient acheminés de Turquie vers des mouvements israéliens, arabes israéliens qui défendent le mont du Temple. L'objectif pour Erdogan est d'endosser plus de représentativité ou de responsabilité sur ce lieu saint au cœur du conflit israélo-palestinien. Selon le Israël Hayom, cette implication des Turcs se fait au détriment de la Jordanie, qui est officiellement la gardienne des lieux saints à Jérusalem, des lieux saints musulmans. L'article complet sur cette enquête sera publié vendredi, donc dans le supplément de Shabbat du Israël Hayom. Nous en avons parlé tout à l'heure avec le docteur Ephraim Herrera. Tous les sites d'information reviennent ce matin sur la décision du Premier ministre israélien, la confirmation de cette décision de construire pour la première fois depuis 25 ans une nouvelle localité en Judée et en Samarie, une localité qui s'appellera Amichai et qui accueillera les personnes et familles évacuées de la localité d'Amona. Le Times of Israel déplore les tentatives israéliennes de torpiller les efforts de paix du président américain Donald Trump. Voilà, c'est donc ça un titre dans le Times of Israel. Et puis un titre particulièrement intéressant dans les sites d'information, Otto von Meyer, le jeune américain qui est décédé hier aux États-Unis, 6 jours après avoir été rapatrié de Corée du Nord dans un état comateux, était un juif pratiquant qui avait visité Israël il y a 3 ans dans le cadre du programme Taglit Birthright. Lors de cette visite, Otto avait reçu même un prénom hébraïque. Il s'était beaucoup rapproché du patrimoine historique du peuple juif. Ce fut pour lui une excursion très forte en symbole, affirme celui qui a été son rabbin lorsqu'il étudiait à l'université de Virginie, le rabbin Jacques Rubin. Selon lui, Otto était très actif dans l'association des étudiants juifs américains Hillel et il s'y était mobilisé dès son retour de voyage donc de Taglit en Israël. Le site Walla nous cite une déclaration importante d'Ayelet Shaked, la ministre de la Justice, qui se réfère à la demande de la réduction de peine d'Ehud Olmert. Ehud Olmert a purgé 2/3 de sa peine. L'heure est à la mansuétude, à la miséricorde, affirme-t-elle. Mais cet avis ne semble pas être partagé par le parquet israélien, un parquet qui rend la vie plus dure encore à Ehud Olmert et qui estime qu'il ne faut pas alléger la peine d'un homme qui a tenté d'introduire dans sa cellule des documents top secrets en dépit de l'interdiction ferme des autorités israéliennes. À noter que tous les médias se font également l'écho donc du malaise dont a souffert hier Ehud Olmert qui a été admis à l'hôpital de Tel HaShomer dans la région de Tel Aviv pour des examens. Apparemment, l'ancien Premier ministre ne souffre pas d'une crise cardiaque, mais il est resté conscient et a été maintenu en observation dans cet hôpital. Le Yediot Aharonot nous rappelle que c'est le premier jour de l'été, c'est le premier jour des vacances pour des centaines de milliers de lycéens, mais malheureusement, la mer n'est pas encore particulièrement
paisible et suffisamment paisible pour que l'on puisse y profiter pleinement. La Méditerranée d'abord, qui a vu l'arrivée de milliers de méduses sur les côtes israéliennes et ce qui limite le plaisir de se baigner donc dans la mer Méditerranée. Et puis même la mer Rouge n'a pas été très accueillante puisque un requin-baleine s'est apparemment promené dans les eaux israéliennes en bordure donc de la ville d'Elat et il a été repéré donc au large des côtes israéliennes par des plongeurs. Le requin-baleine est l'un des plus gros poissons au monde, mais il n'est pas dangereux. Ce fut une expérience exceptionnelle, a affirmé hier l'un de ces plongeurs, contrôleurs de la faune sous-marine dans la région d'Elat, qui a vu de près le mammifère marin. C'est aujourd'hui, il faut le souligner également, la journée nationale de mobilisation pour le souvenir des enfants yéménites. Et le Yediot Aharonot publie à cette occasion l'opinion de Tamar Kaplinsky, qui cite le témoignage d'une infirmière qui date du début des années 50. Dans ce témoignage, cette infirmière s'interroge sur le sort des enfants qu'elle avait elle-même conduits à l'hôpital alors qu'ils paraissaient en bonne santé et qu'ils n'en sont jamais revenus. Le dossier des enfants yéménites disparus a été ravivé il y a quelques jours après les révélations du Israël Hayom selon lesquelles des médecins israéliens se seraient livrés à des expériences médicales sur ces enfants yéménites et certains en seraient morts. Tamar Kaplinsky déplore le silence autour de cette affaire et ce en dépit de nombre colossal de témoignages recueillis au fil des ans dans ce dossier particulièrement douloureux. Le site Times of Israel en français nous propose ce matin en page d'ouverture un reportage sur la mobilisation des femmes israéliennes qui se plaignent de l'inégalité des salaires entre hommes et femmes dans le secteur de la haute technologie en Israël. Et puis dans les journaux en français qui paraissent en cette fin de semaine, chaque fois le mercredi ou le jeudi, eh bien, le petit hebdo qui a interviewé cette semaine Naftali Bennett et Miri Regev, pas moins, donc le ministre de l'Éducation et la ministre de la Culture, et qui parle avec eux de ce qu'il a intitulé la droite Israël décomplexée. Le Hagesher, lui, sort chaque mercredi matin. Il se penche cette semaine sur les répercussions possibles donc, de l'attentat devant la porte de Damas vendredi dernier. Et il interroge le député réélu pour la 8e circonscription des Français de l'étranger, Meir Habib. Le Yediot Aharonot nous fait partager ce matin l'article émouvant de Noar Kliger. Noar Kliger, qui, il faut le rappeler, est le doyen des journalistes du quotidien israélien et un rescapé d'Auschwitz, explique dans cet article qu'il n'a jamais été un partisan des rencontres avec de jeunes Allemands, des jeunes générations, mais, affirme-t-il, la rencontre avec un groupe d'Allemands dont les grands-parents étaient des nazis impliqués dans l'extermination des Juifs en Allemagne et en Europe l'a fait quelque peu changer d'avis. Cette rencontre s'est déroulée il y a quelques jours. Ce groupe a pris le nom de la Marche des Vivants et il veut aller, c'est la raison pour laquelle il a pris ce nom, il veut aller à la rencontre des rescapés de la Shoah comme Noar Kliger. Eh bien, ils se sont rencontrés vendredi dernier. Ils ont dîné pour un dîner de Shabbat. C'est Noar Kliger qui a récité le Kiddush. Il y avait beaucoup d'émotions dans cette rencontre, dans ce dîner entre Noar Kliger et des petits-enfants de dignitaires nazis qui ont été impliqués dans l'extermination des Juifs d'Europe. À la fin de cette rencontre, Noar Kliger a affirmé qu'il avait légèrement modifié son approche concernant les descendants des nazis et qu'il était un petit peu moins sceptique et un petit peu plus confiant concernant les nouvelles générations d'Allemands et leurs relations avec l'État d'Israël et le peuple juif. Et puis nous terminerons cette revue de la presse avec le Israël Hayom qui souligne que la chaîne 8 israélienne a diffusé hier le documentaire très connu, Ben Gurion Épilogue, un documentaire qui nous montre l'ancien Premier ministre et fondateur de l'État d'Israël dans un long entretien réalisé en 1968 qui n'a été retrouvé qu'il y a quelques années et qui a été diffusé donc dans les salles de cinéma depuis quelques mois. Le documentaire est particulièrement éloquent et il donne de Ben Gurion la véritable dimension de cet homme qui était un véritable leader, un géant de la nation, entièrement dévoué à la renaissance du peuple juif sur sa terre d'Israël, à voir absolument un documentaire particulièrement émouvant lorsque l'on voit Ben Gurion s'exprimer
et se promener par exemple en Sde-Boker, le kibbutz où il s'était retiré à l'issue de sa carrière politique. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce mercredi matin. C'est la fin de cette heure d'actualité. Comme je vous le disais tout à l'heure, si vous voulez récupérer la cagnotte de la Misvada, eh bien, cela se fera dans le cadre des émissions de Cathy Choukroun. C'est elle qui appellera un auditeur ou une auditrice donc pour essayer de gagner cette Misvada, cette valise de studiocalita.com. En attendant, je vous propose de retrouver les chroniques de Cathy Choukroun dans la prochaine heure avec le Hub de l'emploi et Réhouven Adam qui nous proposera, comme il le fait régulièrement, des offres d'emploi. Israël commence sa marche. Alors là, nous parlerons d'une doula. J'espère que je lis bien, hein, c'est bien cela. Doula. Qu'est-ce qu'une doula? Je ne sais même pas ce qu'est une doula, mais c'est Barbara Ochayon qui nous expliquera ce qu'est une doula. Et puis le forum des associations, nous parlerons de la Liad Group avec Akfar Saba, avec Daniel Martan. Les dossiers Qualita, eh bien, les dossiers Qualita le dossier sera consacré ce matin aux diététiciennes avec Esther Blum. Les bons plans de Cathy Choukroun, ce sera le concert gratuit au Théâtre de Jérusalem. Ah oui, il y a des concerts gratuits au Théâtre de Jérusalem, ça vaut certainement le détour. Et puis dans les grandes figures d'Israël, nous parlerons à nouveau de Hana Senej. Ce sera la deuxième partie de cette émission qui est présentée et proposée par Eve Bocara. Voilà, c'est la fin de cette heure d'actualité sur studiocalita.com. Je vous retrouve demain à 8h tapante. Je vous souhaite de passer une agréable journée à l'écoute des programmes de studiocalita.com. Shalom, bonne journée, Leitraot, bye bye.